Alors, voyons voir. Je vais revenir un peu en arrière. Je suis très ravi de venir ici à Web Today. Ça fait 3 ans, je crois, qu'on essaye de me convaincre de venir. Je n'avais pas eu le temps. Et en venant, en fait, hier m'est venue l'idée d'une présentation un peu neuve. C'est la première fois que je la fais, donc soyez indulgents. Et l'objectif, c'est de vous expliquer un peu comment je réfléchis à tout cet univers numérique et surtout comment, en tant qu'entrepreneur, quelle est ma vision de ce monde. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis web entrepreneur depuis maintenant presque une quinzaine d'années, ça fait longtemps. La plupart des gens me connaissent pour NetVibes, qui était ma première compagnie plutôt successful. Alors, ce qui est intéressant avec NetVibes, c'est qu'on a inventé les widgets, on a démocratisé l'usage des widgets qu'on trouve dans tous les téléphones, mais en même temps, on a appris à être une start-up qui avait une ambition mondiale, puisqu'on était avant tout une société qui avait plus d'utilisateurs aux États-Unis qu'en France, et donc il a fallu gérer ça. Et puis c'est une société qui n'a pas forcément vu les évolutions, qui étaient deux évolutions qui m'étaient chères pourtant à l'époque, qui étaient le mobile et le social. Et c'est une société qu'on a vendue il y a quelques années à Dassault Systèmes. Alors, depuis 2009, j'ai lancé ce qui est pour moi mon projet le plus ambitieux, qui est Joli Cloud, qui était de construire ce qui me tenait à cœur depuis très jeune, un ordinateur, une nouvelle plateforme informatique. Alors on a inventé, on est parti de rien du tout, une petite équipe à Paris, et cette idée, on va construire un ordinateur, et évidemment, on ne sait pas, personne n'apprend à l'école comment construire un ordinateur, moi j'y connaissais rien, donc on est allé en Asie, on est allé voir quasiment tous les fabricants. On en a vu une vingtaine, il y en a 19 qui nous ont dit non. La plupart nous disaient c'est intéressant, mais on ne peut pas travailler avec vous, vous êtes trop petit. C'était avant Kickstarter, c'était avant le crowdfunding, c'était avant beaucoup de choses. Donc on a essuyé les plâtres de cette révolution hardware. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a posé avec ce produit les bases de ce qu'allait devenir ensuite un autre marché que le marché des Chromebooks, donc HTML5, le fait d'avoir un cloud OS, d'avoir en fait l'ensemble des logiciels dans le cloud. Et surtout, ce qui était notre vision initiale, c'est de dire, finalement, un PC, ça coûte 1 000 $, mais en fait, si on utilise le cloud, ça devrait coûter juste le prix d'un clavier, d'un écran et d'un browser web. Alors ça, c'est ici les premières boîtes qu'on a fait. Et en tant qu'entrepreneur, ça a été difficile pour moi parce que c'est peut-être un sentiment que certains auront dans leur carrière ou ont déjà eu. À un moment donné, on a un produit qui est vraiment pas mal, on a une équipe incroyable et pourtant, on n'arrive pas, on ne peut pas le faire. On a fait notre premier batch, on l'a entièrement vendu et puis après ça, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire plus. Et pourtant, c'est une bonne idée puisque quelques années plus tard, les Chromebooks qui ont démarré, et là il faut donner un crédit à Google qui a investi énormément pour faire de cette plateforme un peu bâtarde au départ. Aujourd'hui, dans les écoles aux États-Unis, ils se vendent plus de Chromebooks que d'iPad. Donc l'idée d'un PC low cost basé entièrement sur le cloud a mis 5 ans, peut-être 6 ans à émerger, mais aujourd'hui elle fonctionne. Évidemment, ils ont dépensé des milliards de dollars, on est rentré sur des échelles complètement démentes. Alors de ces 2 entreprises et de ces 10 années en fait de réflexion, de pouvoir rencontrer des gens incroyables, de pouvoir rencontrer les dirigeants de Google, de Facebook, quasiment tout le monde dans la vallée ou en France, en Asie également, je me suis souvent posé la question, quels sont les trends? En fait, quand on a fait NetVibes, on avait ce sentiment de puissance, c'est qu'une petite équipe, moi c'est ce qui m'a toujours fasciné, une petite équipe peut construire un produit qui a un impact mondial. Et j'ai pensé qu'on pouvait répliquer ça avec Joli Cloud, qu'on pouvait répliquer en fait cette idée d'avoir une petite équipe. Vous connaissez tous l'histoire du garage d'Apple, 2 personnes dans un garage qui changent le monde. Et je me suis rendu compte en fait que les données du problème avaient changé. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre. Et là, en fait, ce dont je vais vous parler là maintenant,
c'est un peu le fruit des réflexions et de réflexions récentes. Là, je reviens aussi là, de San Francisco. J'ai passé pas mal de temps avec les gens de Google et c'était très intéressant de voir quel est le changement de perception. En tout cas, moi, j'ai un peu fait évoluer mes idées et j'ai essayé de les formaliser dans 3 trends principales. La première, c'est ce qu'on appelle le next to billion. Aujourd'hui, quand on demande à tous les fabricants de hardware, à tous les gens qui s'intéressent aux devices, ce qui les fascine, quand on parle, là je parle évidemment des très gros acteurs, Google, Apple, peut-être moins Apple, mais surtout Google et Facebook finalement, c'est the next 2 billion, les 2 milliards de gens qui vont acheter un device. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que cette économie, qui est une économie à la fois une économie low cost, disrupte absolument tout. C'est que maintenant, pour 50 $, on a un téléphone, et quand on a un téléphone dans la main, on a accès à tellement de choses qu'on ne pouvait pas avoir avant. L'autre chose, c'est que finalement, aujourd'hui, alors je ne sais pas qui dans la salle, vous connaissez un peu ce qu'est DeepMind et intelligence artificielle, je ne sais pas qui voit à peu près ce qu'est le DeepMind, juste pour savoir, ou le Deep Learning. Bon. Aujourd'hui, la puissance informatique, elle a de ça qu'elle désormais permet de non seulement d'analyser les données, mais aussi de les penser, de les comprendre, et de les comprendre de manière quasi infinie. Et il y a de plus en plus de choses. Alors l'un des premiers sujets, ça a été la reconnaissance d'images, mais on le voit également maintenant avec les voitures connectées. De plus en plus d'informations aujourd'hui vont non pas être uniquement analysées, mais pensées. Et avec les data warehouses, en fait, cette capacité en fait, d'analyser, de réfléchir est devenue illimitée. Un peu comme les sweatshops qu'on avait quand on demande aux gens de fabriquer vite des vêtements, des produits. Aujourd'hui, on a cette capacité de produire rapidement de manière numérique. Ça veut dire que le travail intellectuel, le coût du travail intellectuel tend vers 0. Ça veut dire que de nombreuses professions, ça peut aller aujourd'hui d'un simple docteur pour vérifier une maladie courante, à des avocats, à un ensemble de professions intellectuelles qui nécessitent en fait de valider un ensemble d'assertions longues, donc ce qu'on appelle les travaux routiniers, aujourd'hui peuvent être ou seront à terme remplaçables par la machine, avec des taux d'erreur qui sont des taux d'erreur acceptables. Et je vais y revenir, parce que c'est tout le problème de deep learning et de toutes ces technologies, c'est quel est le taux d'erreur. Et le taux d'erreur vient ou s'améliore avec l'usage des données. Donc d'une certaine manière, ce qu'on voit, c'est que c'est vrai avec la France, mais c'est vrai avec tous les pays en Europe, on va miner les datas du monde de ce qu'on appelle les pays de l'Ouest, les pays développés. On va le faire à travers nos outils, nos mails, nos photos. Et en fait, on est en train d'aider à calibrer des services qui permettront ensuite d'être déployés à coût quasiment nul, fraction de dollars par utilisateur dans le reste du monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on apprend de nos usages pour pouvoir donner aux 2 prochains milliards d'utilisateurs des services aussi simples, aussi souples que ceux qu'on aurait rêvé d'avoir. Pardon. Donc en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est l'émergence d'une nouvelle classe moyenne. Classe moyenne, c'est quelque chose de très relatif finalement. Dans les pays de l'Ouest, on a décidé qu'à un moment donné, si on avait un pavillon, une voiture, une télé, un lave-linge, on faisait partie de la classe moyenne. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, beaucoup de gens, et notamment chez Facebook ou Google, pensent qu'avec un téléphone à 50 $, on fera partie de cette nouvelle classe moyenne. Ce qui est intéressant, c'est qu'un téléphone à 50 $ et la connexion gratuite, je vais juste voir si c'est... Là, je vous donne une pub pour internet.org, le nouveau projet de Google. La connexion, la data est gratuite, illimitée. Limitée à certains services, évidemment, pas tous, plutôt ceux de Google ou de Facebook. Mais quand vous regardez tous les projets, que ce soit Project Loom, que ce soit Internet.org, l'idée est de connecter les gens. Ça veut donc dire que la culture, l'économie, ça veut donc dire que l'entertainment,
le savoir, la connaissance, tout ça sera disponible de manière quasi gratuite. La deuxième chose qui est fascinante, hein, c'est ce que j'appelle le O2O. Le O2O, c'est Online to Offline. On a eu bien sûr le business to consumer, qui sont les consumer products qu'on connaît tous, le B2B, le C2C avec les places de marché. Et aujourd'hui, on est en train de basculer dans le online to offline. Et ce qui est fascinant et à la fois terrifiant, c'est que le online to offline, la mission du O2O, c'est d'amener l'efficacité du monde online dans le monde physique. Ce monde online qui est souvent quasiment un monde parfait, où il n'y a jamais d'erreur, ou en tout cas on ne les voit pas, et ce monde physique qui est plein d'imperfections, qu'il faut améliorer, aménager. Quand on voit la combinaison de ce qu'on appelle l'Internet des objets, donc l'IoT, et le deep learning et l'intelligence artificielle, en fait, on obtient des choses quasiment proches de la magie. Prenez exemple aujourd'hui les métros et les bus, les transports de Hong Kong sont gérés par l'intelligence artificielle. Demain, dans les 5-10 ans, on aura des services, des maisons qui seront totalement autonomes, qui prennent les décisions au mieux, sans même qu'on ait le loisir d'y penser. Et évidemment, dans ce modèle, la régulation, la loi est sur le chemin dans les pays d'Europe. Et dans un deuxième temps, évidemment, les humains sont sur le chemin. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une situation complètement hallucinante. Hein. Regardez en France, on va se retrouver dans une situation où la croissance dans les mois qui viennent va reprendre, mais on ne crée pas d'emplois. Alors nous qui vivons dans le monde numérique, on sait très bien pourquoi on ne crée pas d'emplois. On n'a plus besoin de gens dans des banques autant qu'avant, on n'a plus besoin de gens qui vont faire des tâches routinières. Mais ce qui est intéressant, et quand je dis intéressant, ce n'est pas un jugement de valeur, hein, c'est là je crée une distance par rapport au sujet, c'est de voir à quel point l'accélération en fait, des technologies augmente. Il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est évidemment déployer des services, et la deuxième, c'est l'apprentissage. Là, je parlais il y a quelques jours avec l'un des deux fondateurs d'Uber. Ils connaissent la circulation et les trafics de toutes les villes avec un degré de précision qu'aucun maire, aucun acteur public ne possède. Donc à un moment donné, quand on commence à apprendre, on apprend et on dépasse. La vraie question ensuite, c'est que, évidemment, toutes ces industries qui sont digitalisées, et c'est le problème de nos grandes entreprises, ça c'est, à titre personnel, ce qui me terrifie, hein, c'est de voir que tous ces grands acteurs n'ont absolument rien compris, qu'ils soient d'ailleurs du public, du privé ou des deux, et qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un modèle où c'est presque triste de voir Airbus qui court après quelques personnes pour monter un petit fonds en espérant s'associer avec des acteurs du numérique, de voir que tous les acteurs que l'on a sont en fait hors jeu, déconnectés. Ce qui est plus triste, c'est si on revient à ce que je disais en premier, c'est qu'en fait, on est dans un monde où ce qui intéresse désormais Google et Facebook, c'est de faire émerger la nouvelle classe moyenne. Ce n'est pas d'aider notre monde à aller mieux. Donc on n'est même pas sur les mêmes chiffres d'objectifs. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec ces gens-là, ou en tout cas, comme dernier rempart, ça fait peur. Évidemment, ça a un impact sur le salaire, puisque le nouveau salaire minimum, c'est le process de compute. Ça veut dire qu'on va opérer au coût de la machine learning. Ça veut donc dire qu'énormément de choses que l'on considérait comme difficiles peuvent être faites de manière infinie. Je donnais juste un exemple, je ne sais pas si je l'avais précisé avant, mais le nouveau Google Photos, voilà ici, qui a été annoncé, analyse toutes vos photos, les classe, les organise par personne. Ils sont capables de voir que c'est une photo de plage, donc la machine pense. Et elle peut le faire de manière infinie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut demander à une machine de classer absolument tout pendant des mois, des années, de manière infinie.
On n'est plus dans un monde où, en fait, on va arrêter à un moment donné de chercher, d'analyser. On n'arrête pas de calculer en permanence, en permanence. Alors la question qui se pose, évidemment, c'est « et nous, et vous, en tant qu'entrepreneurs, comment on agit ?» Comment agit-on dans un monde où, aujourd'hui, les plateformes qui existent sont tellement importantes, elles ont une avance technologique tellement importante. Vous avez probablement vu d'ailleurs, quelques jours, Facebook a annoncé qu'ils allaient lancer un labo d'AI à Paris. Google a racheté une des boîtes les plus intéressantes dans le domaine, ça veut dire DeepMind, en Angleterre il y a un an. Qu'est-ce qu'on peut faire et quels sont les marchés sur lesquels on peut agir? Je me suis posé la question parce que quand on a réfléchi à Joli Cloud, moi ce qui m'intéressait, c'était l'idée du low cost. C'est de me dire qu'à un moment donné, une technologie qui coûte très cher peut être disponible pour pas très cher. Mais j'ai compris qu'une partie du truc. Moi, je me suis focalisé sur l'ordinateur, sur le device, le rendre le moins cher possible. Ce qui est d'ailleurs un métier en fait de mass market, c'est pas un métier de start-up. Mais je n'avais pas vu qu'il y avait l'autre brique, cette sorte d'intelligence artificielle qui va se connecter à notre mobile et qui va simplifier notre vie, qui va rendre notre vie beaucoup plus simple, à coût quasiment nul. Et donc, je m'intéresse à la déconnexion complète, ce que j'appelle le slow world. En fait, le slow world, c'est le monde dans lequel nous, vous, pouvez encore ajouter de la valeur. Alors pour comprendre, je ne sais pas qui connaît la notion de Creative Class de Florida, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que c'est. Quand on organise les différents métiers, les Creative Class, c'est les métiers de l'éducation, les métiers de la création, les métiers de l'informatique, les métiers qui sont devenus des métiers finalement où l'on crée de la valeur d'une manière ou d'une autre, à différence des métiers purement de service, d'agriculture et industriels. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette classe créative, elle a explosé aux États-Unis. Elle atteint, certains diront, environ 30% de la population. Et en fait, on se retrouve dans un monde où on a cette classe créative qui est capable de comprendre, qui est capable d'interagir avec les produits que l'on fait. Quand vous faites une start-up, finalement, c'est ça que vous faites quand vous utilisez Blablacar, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des gens qui ont cette capacité de comprendre ce que l'on fait. De l'autre côté, vous avez une partie du monde qui est trop vieille pour s'intéresser à ça, et de l'autre côté, vous avez une partie du monde qui est trop pauvre pour acheter nos produits. Et donc, on se retrouve entre les deux dans cette classe créative. Alors, il y a plein d'exemples. J'aime bien l'exemple de Moleskine, qui est un peu le modèle de l'anti-computer. C'est de remettre comme statement, je vais écrire, j'imagine que tout le monde a un Moleskine ou un carnet avec lui, pour se dire, je vais écrire, je vais garder. D'ailleurs, ça, c'est la meilleure protection, finalement. Ça permet à n'importe qui de pouvoir prendre ses notes. Et tout le marketing, d'ailleurs, autour de ça a été fait sur cette idée d'être l'inverse du numérique. Il y a aussi le slow food, ou le retour à la nourriture, la vraie nourriture. Là, c'est René Redzepi de Noma. C'est assez intéressant, c'est fascinant d'ailleurs de voir que le slow food, d'une certaine manière, est à l'inverse absolu des processus de consommation de masse qu'on a créés après la Deuxième Guerre mondiale avec des produits complètement, entre McDonald's, qui maintenant annoncent qu'ils vont arrêter de mettre certains produits, Pizza Hut qui disent qu'ils ne veulent plus mettre de certains colorants, Coca-Cola qui fait du stevia, etc. Et de l'autre côté, une marque comme, je ne sais pas si vous connaissez Shake Shack, qui est l'anti-McDonald's, en fait, qui cartonne en bourse. Et donc on a véritablement désormais un monde anti qui s'oppose pas uniquement dans les faits, mais dans le processus même. Quand Chipotle aux États-Unis explique qu'ils ne veulent pas utiliser d'OGM, vous avez en face des grands groupes alimentaires qui ont promu depuis 10, 15, 20 ans ce modèle. Et puis il y a le retour aux vrais objets. Là, c'est un exemple parmi d'autres, mais je suis sûr que plein d'entre vous ont décidé de s'acheter un beau casque, de s'acheter des produits
qui peuvent être, on peut même revenir à des choses un peu marrantes comme le vinyle ou autre, mais on a ce retour à l'objet. Et donc, curieusement, cette envie, qui n'est pas uniquement une envie de déconnexion, mais de se dire que d'une certaine manière, l'Internet tel qu'il a été pensé va désormais trop vite, nous élimine en fait du processus de décision. On est dans un monde de notifications permanentes, de fear of missing out, on passe sa vie scotchée sur Twitter, ça joue sur notre humeur, les photos qu'on voit sur Instagram ou Facebook. Donc en fait, on est dans un monde où, d'une certaine manière, on est devenu un passager. C'est le dilemme du passager. On est devenu passager de notre propre vie. On ne sait pas finalement ce qui apparaît sur l'écran. Une machine, un algorithme le décide pour nous. Et dans cet anti-monde, ce slow world, c'est exactement l'inverse qui se crée. C'est vous qui décidez, vous êtes en mode de décision. C'est pour ça que tous ces produits nous intéressent. C'est pour ça que d'un point de vue global, où qu'on aille, à Tokyo, à San Francisco, à Paris, on retrouve des choses, des envies de choses vraies. C'est que de manière indirecte, d'une certaine manière, notre cerveau sait qu'il a envie de reprendre le contrôle émotionnel, le contrôle de sa vie. Et donc, en fait, si on y réfléchit, c'est là que sont les opportunités, qu'elles soient d'ailleurs dans le numérique ou pas dans le numérique. Mais quand on fait nos startups, quand vous faites une application, quand vous faites un ensemble de choses, en fait, c'est à cette cible, cette classe créative que vous vous adressez. Alors, elle peut être plus ou moins étendue, mais vous touchez les gens, vous les séduisez par quelque chose qui vous rend unique. Et d'une certaine manière, en faisant quelque chose qui nous rend unique, on se distingue de cet univers complètement commoditisé de plateformes où finalement, quand j'utilise Facebook, quand j'utilise Google, c'est la même chose pour tout le monde. C'est la même expérience, c'est le même produit, c'est le même algorithme. Alors il est personnalisé en fonction de vos goûts, mais fondamentalement, c'est le même produit. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a envie d'avoir des choses différentes, des choses uniques, des expériences différentes. Et c'est là où, en fait, en tant qu'entrepreneur, il y a d'énormes opportunités qui s'offrent à nous. Il m'a fallu beaucoup de temps, ça paraît presque fluide dans ma parole, énormément de temps pour comprendre en fait que aujourd'hui, malheureusement, pour l'instant, en tout cas provisoirement, on est dans une situation où le marché adressable, le marché sur lequel vous avez une réelle capacité de changer, est en fait un marché assez restreint, sur lequel, en fait, l'unicité, la valorisation de ce que vous faites est le point essentiel. Si je résume, en fait, on est sur des marchés de niche en tant qu'entrepreneur. On est désormais sur des marchés de niche dans le monde du numérique. Les marchés gigantesques qui ont été créés et qui se sont établis depuis 20 ans sont hors de portée. Très peu de boîtes vont réussir à rentrer dans ce club. Peut-être Uber, s'ils arrivent à bridger l'ensemble de la planète autour de la même plateforme. Mais ce n'est pas encore sûr. Et d'un côté, vous avez ces players globaux qui sont en fait, dont l'obsession aujourd'hui, c'est cette nouvelle middle class, c'est ces futurs 2 milliards d'utilisateurs de smartphones. On définit les produits pour eux et on les teste sur nous. On se sert de nous comme cobayes pour pouvoir les définir et les donner à prix coûtant, voire quasi nul. C'est un peu du freemium. Hein. Vous savez, quand vous utilisez Dropbox, il y a 2-3% de gens qui payent le service. Et en payant le service, en fait, ça permet d'offrir au reste des utilisateurs quelques gigas gratuits. Et bien, c'est la même chose qui va se passer au niveau mondial. C'est triste aussi, mais je reste persuadé que ces players démarrent en Chine ou aux États-Unis. Ils bâtissent des plateformes énormes et utilisent désormais le deep learning et l'AI pour que le coût d'usage et le coût d'apprentissage aillent tendre vers zéro. De l'autre côté, il y a les opportunités qui sont pour les nôtres. On touche la classe créative. On peut faire ces boîtes de n'importe où, hein, absolument n'importe où. On se focalise sur des niches globales. Finalement, des sommes d'intérêt dans un pays, ça reste assez faible, mais quand vous êtes dans l'ensemble des pays, je vois des copains qui ont monté, par exemple, qui ont été les pionniers, vous savez, des boîtiers pour iPad en bois. Au départ, ça marchait à San Francisco, et puis ensuite, il y en a eu partout, et maintenant vous allez chez Colette, vous allez partout, vous en trouvez dans le monde entier. On focalise aussi sur, on inclut le monde physique,
et l'analogue, donc le non digital. Et surtout, on utilise les données non pas pour amener le prix vers zéro, mais pour créer de la user loyalty. Et c'est là où, en fait, c'est très intéressant. C'est quand vous regardez toutes les techniques, quand elles sont bien faites de growth hacking ou d'organisation, en fait, l'objectif, c'est de se dire, j'ai créé quelque chose d'unique, je me connecte à un ensemble de gens qui sont uniques, et j'utilise mes données pour pouvoir mieux les servir. Donc on est dans une dynamique qui est fondamentalement différente, j'allais dire quasiment antinomique. De toute façon, hein, qu'on soit entrepreneur 10 ans aujourd'hui ou demain, c'est toujours la même chose. Il faut amener de la valeur, créer de la valeur ou arrêter. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. On n'a plus le choix aujourd'hui de faire des produits qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas. Alors évidemment, on apprend, hein, c'est un apprentissage. Mais l'objectif doit toujours être aujourd'hui de construire un produit qui amène de la valeur et qui n'est pas forcément la valeur à laquelle on croit. De plus en plus, tous ces nouveaux services sociaux qui vont créer plus de notifications, plus de temps pris aux gens, sont des services qui sont voués à disparaître. Les plateformes génériques ont déjà occupé cet espace. Donc si on veut exister aujourd'hui, il faut get out of the way, il faut vraiment être présent là où on peut apporter de la valeur à l'utilisateur. Voilà, merci beaucoup. Je sais pas s'il y a un peu de place pour les questions. Peut-être, je ne sais pas si on organise des questions ou peut-être que c'est... Oui, question, très bien. Je ne sais pas si... Peut-être des gens qui ne sont pas d'accord aussi, ça m'intéresse évidemment. Ah, pardon. Moi j'ai une question. Du coup, vous parlez de Creative Class. Et qu'est-ce que vous faites des autres qui ne sont pas du tout dans cette classe? Est-ce que vous les mettez complètement de côté sans vous en préoccuper parce qu'effectivement votre cœur de cible c'est cette classe-là? Ou est-ce que c'est envisageable de penser à eux en développant des choses différentes C'est une question évidemment à laquelle que je me suis posé, et qui a été d'ailleurs le fondamental de Jolly Cloud. C'est à un moment donné, quand on fait un ordinateur à $150, ou on veut faire un ordinateur à $150, c'est qu'en gros, on s'intéresse aux gens qui n'ont pas un sou. Mais le problème, c'est que Google, Facebook, Amazon et plein d'autres s'intéressent, Xiaomi en Chine, Micromax en Inde, à fabriquer ces produits. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, on a identifié après la Deuxième Guerre mondiale qu'on allait recréer une classe moyenne en Europe et aux États-Unis, et donc ça a été défini comme un objectif politique, avec comme conséquence ce qu'on a appelé la consommation de masse. Il suffit de voir Mad Men aujourd'hui pour voir à quel point la publicité s'est positionnée à cette époque pour nous vendre de la merde de manière massive. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est que ce qui intéresse en fait les grands acteurs, c'est les endroits où il y a de la croissance fulgurante. Aujourd'hui, aux États-Unis, en Europe, il n'y a pas de croissance. Il y a encore des gens qui ont les moyens, donc c'est pour ça qu'Apple s'est plutôt différencié, s'est positionné sur un marché de niche, quasiment un marché de luxe finalement. C'est le même positionnement que Louis Vuitton, c'est des boutiques identifiées, dans des endroits identifiés, avec des prix, c'est les seuls produits dont les marges augmentent avec le temps. Là, par exemple, l'Apple Watch, c'est quoi, $85 de composants pour le prix de $750. Alors après, se posent les questions que vous posez sont les personnes qui n'ont pas forcément les moyens dans le monde, en Europe et aux États-Unis. Et là c'est effectivement une vraie question. C'est avant tout une question politique, parce qu'aujourd'hui, la disruption qui est en train d'être mise en œuvre est avant tout une destruction des classes moyennes. On a commencé par les cols bleus et on va maintenant arriver dans les cols blancs. Donc là, avant tout, il y a un problème politique avant de passer à l'aspect entrepreneurial. Alors, pour répondre à la question précise que vous posiez, c'est est-ce que ces gens ne sont pas intéressants? Je ne le pense pas. Je pense simplement que c'est très difficile aujourd'hui, quand on construit des niches, aujourd'hui, d'avoir des marchés
Les marchés massifs de masse, à mon avis, sont inaccessibles aux startups européennes. Alors, il y a ce qu'on appelle les super niches. Je considère des boîtes comme Blablacar comme des super niches, c'est-à-dire qu'ils ont adressé des classes créatives étendues, puisqu'ils touchent aussi les parents et les enfants de ces classes créatives, ou des gens qui, à un moment donné, commencent à... donc on étend un peu ce marché. Mais ça va être très difficile, puisqu'on est aussi dans un monde où tout le monde vous dit qu'il faut être une unicorn ou une décacorn, maintenant il faut faire 10 billion et avoir une plateforme globale. Je pense que structurellement, aujourd'hui, c'est impossible pour les raisons que j'ai données. C'est qu'aujourd'hui, tous les gens qui s'intéressent à créer des super plateformes, c'est parce qu'ils savent que le prochain usage, ça va être 2 milliards de gens, on les monétise moins, mais on sait parfaitement les monétiser parce qu'on va automatiser tous les process qui jusqu'à maintenant étaient des process manuels, ou entre guillemets par manuel comprendre humain. Notre question. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des positionnements justement autour de des classes creative class, ou qui considèrent qui ont peut-être un point de vue différent là-dessus? Écoutez, dans ce cas-là, merci.